On me poussait à avoir honte du milieu dans lequel j'avais grandi. Je suis autrice de mon tout premier roman qui s'appelle Illégitime et qui a un peu pour but de démystifier l'ascension sociale pour raconter le parcours de quelqu'un, donc du coup de moi, vient d'un quartier populaire du sud de la France et qui veut essayer d'intégrer un milieu bourgeois, ce qu'on appelle un milieu élitiste en fait à Paris. Quand on essaie de sortir de sa classe sociale, notamment quand on est du milieu populaire, ça peut être vécu soi-même et même par ses proches comme une forme de trahison parce que pour intégrer un nouveau milieu social, il faut absolument prendre ses codes, ses manières de faire, de se comporter, de parler. Ça demande forcément à une certaine mesure de trahir un peu ses propres codes, donc les codes de son milieu de naissance. Et donc moi j'ai eu l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est ce qu'on appelle la violence de classe, qu'en intégrant des écoles élitistes, donc des grandes écoles comme Sciences Po Grenoble puis Sciences Po Paris, il fallait que j'abandonne une partie de mon identité sociale. On me poussait à avoir honte du milieu dans lequel j'avais grandi. C'est ce phénomène de honte sociale, la honte d'être beauf, la honte d'être ouvrier, la honte de venir de l'immigration, etc. J'ai appris à me détacher de cette honte-là, mais c'est la première violence en fait auquel on doit faire face. Transfuge de classe en sociologie, c'est des gens qui viennent d'un milieu social et qui en ont atteint un autre. Moi, je préfère l'expression du sociologue Fabien Truong qui dit être un cheval à bascule parce que c'est vraiment le sentiment que je ressens le plus, c'est pas d'avoir atteint une autre classe, mais plutôt de basculer en permanence entre les deux mondes et les deux univers. Je voulais fuir parce que j'ai grandi dans une petite ville de 10 000 habitants à 70 km d'Avignon, une ville qui s'appelle Apt, et il y avait, faut le dire, pas grand-chose à faire, surtout quand j'étais ado, donc je m'ennuyais beaucoup. J'allais à la bibliothèque pour m'occuper, et finalement ça m'a beaucoup aidé, mais je m'ennuyais beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de divertissement pour les jeunes de mon âge. C'est assez bizarre parce qu'avant que j'intègre Sciences Po, je pensais que, vu que c'était un milieu intellectuel, les gens étaient tous forcément très intelligents et qu'il ne devait pas y avoir, par exemple, de racisme ou de sexisme. J'avais vraiment une image assez lisse de Sciences Po. J'imaginais que les gens qui l'intégraient étaient vraiment l'élite de la nation, parce que c'était ce qu'on nous disait. Je me suis un peu désillusionnée en passant du temps là-bas parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de violence envers les femmes, envers les personnes issues de l'immigration, les homosexuels, etc. Le premier jour de mon entrée à l'école, on m'a dit que j'étais pas à ma place. On me l'a fait savoir, c'est-à-dire qu'il y a un camarade qui l'a dit, on était assis à table et il a dit « Nesrine, tu as pris la place de ma sœur. » À chaque fois que je réussissais un concours ou quelque chose, on me disait « Oui, mais tu l'as réussi parce que tu es la discrimination positive, parce que tu as un quota, parce que c'est à la mode maintenant en France d'être issu de l'immigration et d'être une femme. » Une fois, j'étais allée au sport, dans une salle de sport avant d'aller en cours, et du coup, j'avais un survêtement. La moitié de la classe s'est mis à m'appeler Wesh Wesh pendant l'heure de cours. Mon corps, à ce moment-là, ne m'appartenait plus parce qu'il était victime de tous les fantasmes qu'on peut avoir sur la banlieue, sur les femmes de banlieue, etc. L'école, le système éducatif est fondé, en fait, sur la culture et l'éducation bourgeoise. On n'essaye pas non seulement de vous transmettre des connaissances, on essaye de vous faire entrer dans ce moule-là. Par exemple, le fait que je parle moi arabe n'était pas vu comme de la culture générale, alors que c'en est, ça fait partie c'est une culture en fait, ça existe, et ça devrait être compté comme la culture générale au même titre que l'anglais. Notre propre culture à nous est totalement gommée. Nos savoirs ne sont pas considérés comme du savoir. On appelle culture générale, c'est-à-dire une culture qui serait globale, la culture bourgeoise. La classe sociale qui a le plus d'impact, c'est celle du bas, c'est les employés et les ouvriers, qui a plus de poids social en termes d'effectifs, en fait. Et donc, c'est assez fou que leur culture soit confisquée, que vous écoutez ce que vous vivez, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas de la culture. La culture, c'est cette partie-là de la société qui la dirige et qui sait mieux que vous ce que c'est. Ça fait de tout le reste, toutes les autres formes de culture, quelque chose de vulgaire et de sale et de négligeable, en fait. J'ai toujours eu le sentiment d'être une intrue dans ces milieux-là. Nous, en fait, on est ce qu'on appelle des minorités visibles, on est identifiables comme issus de l'immigration. Il y a quelque chose qui nous identifie comme déjà intrus, entre guillemets, à la patrie, à la France. Donc forcément, il y a des milieux qui ne sont pas prêts à nous accepter. Je suis totalement devenue journaliste après les violences urbaines de 2005. Deux jeunes garçons, Ziad et Bouna, qui meurent dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Et c'était en une des médias tous les jours pendant des semaines. C'était même en une de l'actualité internationale parfois. Les jeunes hommes, surtout issus de l'immigration, étaient dépeints comme des délinquants, des voyous. J'étais très en colère en fait, déjà parce que Ziad et Bouna, ça aurait pu être mes petits cousins, ça aurait pu être mes petits frères. C'est des gens à qui on peut s'identifier. La peine des quartiers populaires à ce moment-là n'a pas été écoutée. Je trouvais ça extrême de nous raconter sous cet angle-là en permanence, alors que c'est pas du tout le ressenti que j'avais dans mon quartier populaire. Je voulais être journaliste à l'époque pour raconter nos histoires et nos vraies histoires. C'est vraiment parti de ça, de la colère, et
de la volonté de justement de donner au quartier populaire, à la banlieue, les histoires qu'elle mérite. Je trouve que c'est trop violent en fait de devoir gommer qui on est pour pouvoir être accepté et intégré dans ces milieux-là. Au lieu de chercher comment je pourrais faire pour être accepté, pour me fondre dans la masse, j'ai totalement renoncé à l'idée d'être accepté. J'ai déjà beaucoup changé en fait pour intégrer ces milieux et j'ai pas envie de faire une transmutation de l'extrême. J'ai vraiment lu les livres de sociologie comme des guides pour comprendre ce que je ressentais de cette violence que j'étais en train de vivre. On m'avait pas prévenu. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Je pense que c'est prévenir les autres générations que voilà, c'est pas si glorieux que ça en fait de changer de cas social. C'est parfois souvent douloureux. Il y a un vrai déchirement identitaire, il y a un vrai questionnement identitaire derrière. Je pense qu'il faut pas chercher à être légitime, faut pas chercher à rentrer forcément dans ce moule-là. Et au contraire, je pense qu'il faut continuer de le dénoncer et d'avoir le recul suffisant pour se dire que, en fait, si moi je suis arrivée à intégrer une grande école, ça fait pas de moi une super-héroïne. Il faut tout simplement pas s'ériger et être érigé en modèle méritocratique. C'est le plus compliqué en fait, parce que nos réussites, elles peuvent être très vite instrumentalisées. Ça n'existe pas la méritocratie. Non, non, en France, on ne réussit pas en fonction de son mérite. Non, non, on réussit, ça c'est sociologique, hein. En France, on réussit en fonction de son patrimoine familial, notamment le patrimoine immobilier. Donc non, non, la méritocratie, c'est une manière de dire aux pauvres que s'ils veulent, ils peuvent s'en sortir, mais non, c'est pas vrai.